Born se demanda ce qu'on allait bien pouvoir faire pendant toutes ses vacances. Il était entendu que je chercherais du travail et qu'il avait très envie de partir avec moi. Mais pour l'instant, il tenait à mettre d'aplomb pour amasser tout de suite un peu d'argent. Quelques plans de razzia dans les grands magasins de la ville. Le produit de nos rapines trouvait place chez les Dernhardt. On eût dit que la vie de ce village que constituait la zone commençait et mourait chez les Dernhardt. À cause de cette boutique branlante qui ouvrait la rue là-haut, tout en haut, aux limites du ciel. Burn et moi organisions minutieusement ces longues virées. C'était indispensable dans notre situation. Se faire épingler en train de voler aux étalages équivalait à la mort. La maison, la noire maison de correction. Ah, on ne disait pas encore réhabilitation. La noire maison d'où sortit un jour de pluie et de vent Ledebaum. Le petit gosse d'autrefois qui avait tenté d'étrangler sa sœur Léna. Le petit gosse d'autrefois avec une tentative de meurtre à son actif. Le petit Ledebaum amoureux de sa sœur qu'il avait élevée. Ce criminel au cœur chargé de pureté intacte, de surhumaine possibilité d'amour sincère, qui n'admit pas que sa sœur vendît la seule chose qu'elle posséda, son corps. Comme on embrasse un être que l'on aime, il tenta de l'étrangler une nuit dans une chambre d'hôtel en ville. Ledebaum nous apparut au bout de la rue, grandi par l'âpre souffrance de son bagne. Il n'avait réussi à conserver du passé que 2 yeux très bleus d'Allemand pur. Il avait une démarche qui nous étonna beaucoup et que nous nous hâtâmes d'imiter, les jambes raidies, les genoux pliant à peine, le pas sonore, massif, les épaules rigides. Il avait de la misère plein la gueule, et plein la gueule de haine, de rage, de puissance meurtrière. Là-haut, les Dernhardt criaient au village le retour du petit Ledebaum d'autrefois, mais nul ne le reconnaissait et chacun sortait pour le voir. Et les hommes demandaient « Alors, fiston ?» Et le petit Ledebaum répondait « La paix. La paix, voilà. » À nous, gosses, il faisait peur. Droit, solide comme l'arbre dans l'orage, il avançait pas à pas sur le pavé, et sous ses pas, le pavé chantait la litanie des crevards. Il avançait les mains calées dans les poches ventrières de son pantalon de coutil bleu, les mains sur le ventre, oui, pour contenir la formidable douleur qui bouillonnait au-dedans. Sa bouche était mince, la bouche d'un homme qui a appris à se taire. Il était grand,
grand comme Christ portant la croix, là, pas à pas sur le pavé qui chantait peut-être la complainte des mal-nés. Ledebom enfin s'arrêta devant chez Feld, un des 2 bistrots de notre zone. Il dit à boire et Feld le servit, étonné. Il buvait le verre haut, la bouche ouverte, le cou renversé. Sur le cou, en bleu de tatouage, une petite tête de femme rigolait en suivant le rythme de la pomme d'Adam. C'était bien là le petit Ledebom qui sentait le crime lui fourmiller au bout des doigts. Le soir venu, il était saoul. Saoul, mais lucide. Plus grand encore. Et Feld le servait toujours sans rien dire. Ça, c'était du spectacle, tel qu'il n'y en a plus, tel qu'il n'y en aura jamais plus. Voir Ledebom planté, osseux et inquiétant, terrible, au centre de la dégueulasse baraque de Feld. Voir tous les habitants de la zone autour de lui comme autour du Messie incarné, souhaitant qu'il vide son sac ou bien qu'il tue tout le monde. Dans un coin, au fond, sur une table de tôle volée quelque part, la lampe à acétylène brûlant sa vie par petites flammes. Assis où le permettait la place, les hommes, crachant à terre une grosse salive, riant à petits coups, bêtement, pour rire. Les femmes au milieu des hommes et nous, les enfants de cette tragédie, nous saisissant le sexe discrètement, main droite dans la poche trouée du pantalon, peureux, merdeux, malade, dénonciateur de la cirrhose héréditaire. Perdue dans un réduit invisible au fond de la salle, la mère de Feld, qui avait avec elle 20 ans de folie amère, chantait des mots inintelligibles sur un air venu des entrailles. Des heures et des heures à chanter, le souffle vigoureux. Nul n'y prenait garde. La mère de Feld, Ledebom, terrifiant, Lubitsch, l'aveugle aux yeux ouverts, Jean-Jean, l'idiot baveux, et le reste de notre cercle. Ça, c'était le ghetto, à nu. Ouvrant le premier œil sur ces visions infernales, on n'envisageait plus, par la suite, de s'en épouvanter. Pourtant, l'horrible chanson folle de la vieille à Feld m'est restée sonore à l'oreille. Aujourd'hui encore, je siffle cet air déchirant quand je vais seul dans les rues.
Je vous jure que les passants écoutent. Bon Dieu, c'est de la musique qu'on a oublié de composer. Ça ne s'invente pas, une mélopée pareille. Ça remonte de la chair à la gorge. De la bouche de Ledebom surgit tout à coup le mot société. La société sociale. La gangrène sociale. Je n'avais jamais entendu ce mot, ou alors il ne m'était pas apparu comme important. Ce soir-là, je le retins, je passais la nuit à me le répéter. Je m'endormis au petit matin avec du froid sur le corps et du chaud dans la tête en égrénant ces mots. Ledebom les prononçait si bien. Social. Raclant dans sa gorge, se pinçant entre la langue et le palais, jeté avec une morgue infinie. Dans ce mot, il avait concentré sa longue patience de reclus, sa faim, sa pneumonie mal soignée, son initiation aux vices corporels, tout y était, tout. Le désir de vengeance des siècles, le souffle lourd des levées populaires, le sang mêlé des serfs et des ouvriers de notre temps, la peine interminable des pauvres, des ratés, des agonisants à perpétuité, la haine des croyances et des pouvoirs, et le mépris des lois enraciné dur à l'âme des hommes comme lui. Société. Ledebom fantomatique, brandissant son verre d'alcool, le dos à la lampe, les lèvres distendues, les larmes rentrées, la colère dans les maxillaires. Il nous racontait ces années de torture. Bercé par la chanson ahurissante de la vieille Feld, ces mots frappaient les crânes. Nous écoutions ces jours d'espérance, ces rêves de la nuit, ces hontes. Nous écoutions sa cellule 1023, sa cellule 1023, au bout du couloir H, deuxième section, est là. L'entassement des détenus fous, déchaînés, masturbés jusqu'à épuisement. La ronde matinale dans la cour pavée de gel ou de soleil insupportable. La soupe claire qui provoque les diarrhées meurtrières, les révoltes collectives au cours desquelles les matons s'en donnent à cœur joie, matraques levées et rabattues sur les nuques, les lapineries entre détenus, les jalousies incessantes d'une section à l'autre, les épreuves de force où le vaincu est ensuite livré au bon plaisir de chacun, la discipline pénitentiaire inculquée à coups de matraque, les sévices de tous ordres, à commencer par la privation de nourriture, la délation, récompensée par un quart de soupe supplémentaire, la férocité des détenus, pire que celle des matons, envieux de leur autorité et l'appliquant sans distinction sur les compagnons. Et puis le jour et la nuit, gravés dans les murs de la pointe de l'ongle. Le jour et la nuit où l'on attend la mort finale ou la liberté, et puis l'angoisse.
et puis les souvenirs d'un autre temps qui chavire toutes les 5 minutes dans le cerveau, le fracassant comme les roches un navire. Nous écoutions. Ah ouais, nous écoutions. Moi, je serais capable de recomposer chaque mot du petit lait de Baume, assassin de sa sœur, par pureté et amour. C'est lui qui m'a enseigné le sens de la misère et de la résignation, et aussi le sens de la colère collective. Le lendemain, comme s'il savait où il allait, il reprit la rue pas à pas, main aux poches, regard vissé sur l'horizon, sur la ligne d'horizon là-bas plus loin, au point même où la société devait s'achever de pourrir dans son informe et odorant fumier. J'ai retrouvé la trace de lait de Baume quelques années plus tard dans une revue de criminologie. Au village, personne n'avait rien su de sa fin. On ne lisait pas chez nous, ni les revues, ni les journaux. On avait assez à faire de vivre. Ça nous prenait tout notre temps. D'un esprit plus aiguisé, c'était moi qui fixais le détail de nos dangereux itinéraires à travers la ville. Toujours et rigoureusement, nous les respections, toute dérogation aux plantes initiales pouvant nous être fatale. Nous partions le matin, un peu avant midi. Nous remontions la rue, Borne et moi en tête du groupe en chantant. Derrière nous, Chapuisat, qui excellait à courir en zigzagant à l'occasion. Meunier, de qui le regard sans intelligence témoignait à tout instant devant Dieu lui-même de son innocence foncière. Il avait un regard de jeune veau qui vous ramollissait le cœur. Gorja, au nez de fouine qui ne courait pas vite, mais qui savait sourire avec tant de candeur qu'on ne pouvait le soupçonner de rien. Il savait aussi poser aux vendeuses des questions abracadabrantes, ou leur débiter avec son bon sourire des grossièretés essoufflantes qui les occupaient au moment voulu. C'était Debray, le bossu, qui menait l'affaire de fond en comble, en expert, en prestidigitateur de grande classe. Chaque fois, il procédait de la même manière quant au fond, mais variait ses astuces au gré de sa fantaisie du moment. Et Debray était un fantaisiste né. Une fois le rayon repéré à un point du magasin, bosse proéminente, l'air d'un chien battu, Debray abordait le chef de rayon 20 mètres plus loin et détournait sa surveillance par une question rituelle qui laissait le type bouche bée. Debray tapait sur le bras du bonhomme à vêtements noirs, il le fixait dans les yeux 1 seconde, puis il taillait dans le vif du sujet d'une voix larmoyante, pitoyable, exercé à la sensiblerie. Il plaçait sa rengaine judicieusement éprouvée. Monsieur, regardez-moi,
Il se tassait, se tire-bouchonnait, se désossait, se compliquait l'anatomie. Il accentuait sa différence, exhibait le trou noir de sa bouche. Son œil crachait une larme déchirante. C'était du grand art. Monsieur, je souffre. Regardez-moi. Avez-vous vu un bossu aussi laid que moi par hasard? Je n'ai que 12 ans, monsieur, et toute ma vie, je traînerai cette misère de dos enflé. Vous ne pouvez pas savoir ma souffrance, monsieur. Ah! Le type était suffoqué. Il ne savait que faire, comment prendre la chose, comment agir. C'était le cas surprenant, l'inattendu. Il se sentait submergé sous les beuglements du pantin inconsistant qui poursuivait sa tirade, en roulant des yeux. Non, monsieur, je ne m'en dis pas. La seule charité que je demande, c'est qu'on m'enlève mon mal, mais ça, personne n'y peut rien. Personne. Ah! À cette exclamation, il s'est penché d'un sanglot tout près, noué à sa gorge. Immanquablement, les gens s'attroupaient ou se bousculaient pour constater. Les vendeuses du périmètre abandonnaient leurs rayons, s'approchaient. Et le chef de rayon, pris dans la foule, se lamentait avec elle sur les déplorables sorts d'un tel sous-produit de la nature. Aussitôt, Debray, sans perdre le fil de l'action, clamait son désespoir. Je ne suis qu'un gosse de la zone. Je ne suis que ça, un gosse de la zone. Ah, vous ne pouvez pas vous douter de notre misère. Regardez-moi. Il pivotait sur lui-même, pareil au mannequin de haute couture, offrant au regard dans les détails sa lamentable constitution. Pendant ce temps, Schborn et Julius Ledernacht, que nous avions cueillis au passage dans sa boutique avec le consentement souriant de son père, empochaient la lingerie féminine, les montres, les parfums, la bijouterie de pacotille. Le père Ledernacht était preneur de tout article. Entre le début de la pantomime de Debray et la fin de notre rafle, ne s'écoulait pas 10 minutes. C'était du travail méthodique, bien fait, presque minuté. Et le bossu Debray se tirait de sa comédie avec quelque argent soutiré au cœur spongieux, ce qui nous permettait de déjeuner dans la rue, de pain et de charcuterie. Et chaque fois, cependant, Debray conservait un petit pécule pour acheter un cierge dans une église de rencontre. Cette canaille machiavélique avait la foi, à moins qu'il ne profitât de ce prétexte pour vider le tronc des pauvres. Nous ne l'avons jamais su. Nous l'attendions devant l'église en contemplant les femmes soyeuses et les voitures qui défilaient. Et il nous rejoignait une demi-heure plus tard, bossu et hilar, le front dégoulinant d'eau bénite. En fin d'après-midi, la même scène se déroulait dans un autre magasin. Nous nous mettions alors en marche vers notre domaine en disputant le prix que nous réclamerions aux Juifs et la part de chacun. Le fils Ledernacht nous incitait toujours à monter nos prix. Mon vieux est un salaud. Nous, on a tous les risques et lui, rien. Je le connais, moi. C'est un salaud de juif. Dans la semaine, nous voyons la boutique de Ledernacht se fleurir
des produits de notre razzia. Et personne n'ignorait leur provenance. Ces excursions se poursuivirent 3 ou 4 mois, jusqu'au jour où nous eûmes peur. Les descentes, les rafles de police étaient nombreuses dans notre coin. On nous laissait rarement en paix. Et cela ne nous surprenait pas. Mais un matin, les flics demandèrent à voir les gosses. Ça révolutionna le village. Les mères protestèrent immédiatement de l'ignominie de la mesure. Elles se mirent à crier qu'elles voulaient la justice, rien que la justice, mais qu'arrêter les enfants, c'était une infamie, qu'on ne les séparerait pas de leur progéniture, seul bonheur de leur vie de pauvre, que ces mignons étaient bien les plus innocentes créatures des cieux, qu'on ne les toucherait pas, foi de maman. On nous embarqua tous dans la voiture cellulaire et 2 heures plus tard, nos portraits et nos empreintes prenaient place dans les dossiers de la préfecture. Notre manège était éventé. Nous décidâmes de suspendre nos exécutions. La semaine suivante, Ledernhardt, qui s'était rendu en ville avec son père, nous signala que les grands magasins avaient fait établir une étroite surveillance. Il avait repéré les flics en civil, nos ennemis directs. Ceux-là, nous les dépistions au flair, avec cette intuition subtile des bêtes qui chassent de race. C'est alors que Julius eut une idée magnifique. Elle consistait à voler son père, qui ne savait pas exactement, il s'en fallait, ce que contenait sa boutique, et à lui revendre 15 jours plus tard ce qui lui appartenait déjà. Dans une cabane du terrain vague, Sborn couchait à côté des vêtements volés par le Ledernhardt fils. Et chaque dimanche, les bras chargés de vêtements, nous montions à la boutique de son père en chantant. Chez nous, la discrétion en ce genre de choses ne s'imposait pas. Nous frappions à la devanture du juif et nous l'emmenions chez Feld, où s'opérait la transaction. Avant tout, pour parler, Ledernhardt devait nous offrir à boire. Il nous donnait aussi une cigarette de marque juive à l'agréable fumée qui nous tournait un peu le cœur. Le vieux roublard, à qui l'idée d'être sa propre dupe ne venait même pas, discutait âprement avec Sborn afin de gagner quelques sous de rabais. Et son fils, artisan majeur de ce trafic, assistait au marchandage, impassible, muet, les yeux brillants à la pensée de la commission importante qu'il toucherait chaque fois. Quand Sborn et moi avons quitté la zone, ce commerce était encore prospère. Ce n'est point par hasard qu'un univers fourmille de phénomènes. Tous ceux qui résidaient là avaient de fortes raisons de ne pas émigrer. Ce quartier
était toléré de la police en vertu des facilités que cette réunion d'individus louches offrait à ses enquêtes. On nous avait à portée de main en toute occasion. La police savait où effectuer des vérifications. Ce groupement, ce parquage de hors-la-loi simplifiait ses moindres recherches. À chaque nouvelle histoire scabreuse, on nous gratifiait d'une descente dans les règles, avec interrogatoire et coups dans la gueule. On ne se gênait pas avec nous. Depuis pas mal de temps déjà, des pétitions signées en long et en large exigeaient notre expulsion massive. La police ne bronchait pas. Nous étions sous sa protection, donc dépendants d'elle. Elle conservait parmi nous ses plus fameux points de repère et quelques indicateurs. Encore que la délation n'ait jamais été très en faveur dans notre coin. Si l'on accepte Feltin, le second bistrot du domaine qui collaborait avec les vaches, ayant énormément à se faire pardonner. Feltin, cet être massif et intelligent, respectait malgré tout un certain honneur. Il ne vendait pas un type recherché sans l'avoir prévenu au moins 3 jours à l'avance. Sans cette garantie d'honnêteté, on l'eût vraisemblablement retrouvé un soir, la gorge proprement découpée dans sa cabane. Mais Feltin savait vivre. Je n'ai pas connu toutes les histoires de toutes les familles. Des uns et des autres, j'ai su, ni plus ni moins que tout le monde. Entre nous, nous vivions en plein jour, sans secret véritable. Nous retrouvons ensemble, déshérités, dans la même médiocrité quotidienne, nos aventures personnelles se ressemblaient toutes. À quelques variantes près, le crime est le crime. Quand on sait ce que c'est qu'un homme crevé à coups de couteau, on ne s'inquiète pas de connaître les détails. Que ce fut Tardan qui était tripé Vikevitch le Polonais, peu importait. Le Polonais mourut étripé. Voilà tout. Tardan n'était pas fou. Il devait bien avoir des raisons pour justifier son acte. Que Feld garda près de lui sa mère déséquilibrée et se livra avec elle à des plaisirs particuliers, cela nous était indifférent. C'était l'affaire de Feld. Nous étions habitués, en passant devant chez lui, à entendre l'obsédante chanson de la vieille, et cela paraissait naturel. C'était d'ailleurs le sublime de notre condition, que tout nous parut naturel, les horreurs, les monstres et les désaccès. À notre avis, notre compagnie était celle des gens normaux. Rien de terrestre ne nous surprenait. À l'instant où une tragédie nouvelle éclatait au village, on se souvenait à temps d'un précédent. Excellent exemple qui ne laissait plus de place à l'étonnement ou à la révolte. Qu'un individu comme Lubitsch ait pu nous convaincre de sa cécité alors qu'il le voyait clair comme vous et moi n'impressionnait ni Sborn, ni Debray, ni Lubresco, qui n'étaient pourtant que des enfants. Sincèrement, nous pensions que l'Autrichien était aveugle, et par jeu, nous l'induisions souvent en erreur, sans nous douter de sa supercherie. Et ce bonhomme maigrelet se laissait faire, prisonnier de sa propre imagination. Lubitsch était tout de même un cas.
Tombé chez nous une année, il n'en délogea plus. Il arriva un soir d'été précédé d'un bâton plein à la chaux. Ses yeux gris troubles restaient ouverts, tout grands. Ses paupières ne tremblaient pas. Feld le recueillit quelques mois chez lui, lui donnant à manger. Puis l'aveugle s'établit dans une cabane en tôle, près du terrain vague. Et lorsque quelqu'un y songeait, on lui portait des restes de nourriture, que cela paraisse impossible ou non. Lubitsch vécut 5 ans dans son réduit, seul, assis sur un tabouret ou couché sur sa paille, sortant dans la rue à la seule condition qu'un gosse le guidât. Nous constatâmes qu'il était normal le jour où le feu pria sa baraque et qu'il se précipita dehors sans aide. Découvert, il ne répondit pas aux questions. Il maintenait que la peur du danger lui avait rendu la vue. Et bien que nul ne consentit à le croire, il n'en démordit pas. Cerveau de maniaque, Lubitsch avait tout bonnement le goût de la mortification. Sans les stigmates d'une quelconque douleur, il ne pouvait vivre. À tel point que, ne pouvant plus jouir de son mensonge dissipé, un matin, il se broya la main droite d'un coup de fusil à bout portant. Après l'avoir vu aveugle, nous nous habituâmes à le voir trimballer un vilain moignon violacé. Cela ne changea pas grand-chose à son existence, sinon qu'il ne fut plus nourri par la communauté. Et quelque temps plus tard, Feltin nous le signala comme indicateur. Cela lui procurait un petit revenu. Ce n'était pas par hasard, non, que nous regorgions d'individus surprenants. Nos familles avaient toutes quelques faits assez graves à se reprocher. J'ai connu dans mon enfance nombre d'assassins, pleins de promesses, et de bandits à tous les degrés. Ils étaient là, hommes entre les hommes, que leur destin avait foudroyés. Ils portaient sur leurs épaules le poids écrasant d'une longue suite de déchéances. Et comme pour se libérer d'une sorte de contrainte, ils avaient recours toujours à la brutalité, à l'exercice de la force, au mal, à la domination facile sur les êtres et les bêtes faibles. On eût dit que leur désir de vengeance n'était jamais assouvi, que c'était continuellement la même vengeance qu'ils appliquaient, qu'ils recommençaient. Chez nous, en été, chaque soir, des matchs de boxe écœurants menés par des volontaires se déroulaient sur le terrain vague. Et tous y prenaient un plaisir aigu, hommes, femmes, gosses. Nous étions debout, agglutinés, hurlant, trépignant, nous déchirant la gorge en encouragement démoniaque. Et dans les derniers rounds, les deux pantins, aveuglés par le sang, la tête enflée, les jambes vacillantes, le corps malade de coups, lançaient au hasard leurs poings et leurs pieds. Notre public, visage crispé, flairait la mort. C'était la mort qui hantait ces combats. C'était la mort qu'on venait chercher chaque soir en été sur le terrain vague. Dans les ultimes minutes, le soir s'allongeant sur le ciel chaud, les femmes, les sens exacerbés, déliraient.
À défaut d'une conscience nette des choses, les enfants ressentaient à pleine peau l'attention magistrale de ces fauves qui nous entouraient. Chancelant, presque inconscients, abrutis de coups, dans les lueurs des fins de journée, les deux adversaires s'attrapaient à bras-le-corps, désireux d'un signe de victoire. Pour les départager, la chair ouverte, la chair saignante, ils finissaient par s'écrouler ensemble dans les bras l'un de l'autre et dans l'air épais. Le râle sexuel des femmes montait, bondissait, lançait, projeté hors de leur ventre, folles, dépossédées, hurlantes, comme dans la délivrance. C'était inconcevable et superbe. Il n'était pas rare que les hommes allassent encore écraser de coups les têtes des boxeurs évanouis. Chaque soir d'été, sur le terrain vague, c'était un hallali humain. Mon père s'était installé dans ce quartier après avoir subi plusieurs fois l'emprisonnement. Convaincu de vol avec effraction et de vol à main armée. Ma mère, qui de son côté exploitait un don curieux pour l'avortement, l'avait sagement suivi dans sa retraite. Néanmoins, ma famille se rangeait parmi les gens honorables. Jadis, Feld avait tenté de supprimer 2 témoins gênants pour lui, à commencer par son père. Feltin avait dans son passé bien des souvenirs encombrants, et tout en l'employant, la police le gardait à vue. Et Dumas, le drogué, Shelban, le nordique eunuque condamné 11 fois, et Malo, un ancien soutier qui avait eu de longs démêlés avec une police étrangère et dont le cas devait demeurer litigieux car nous le voyions pâlir à chaque descente des flics. Malo, qui savait si bien se taire qu'il put crever en liberté par un tendre après-midi comme les autres, en se tordant sur le ciment de sa baraque à la manière d'un lombric, sans un cri. Ceux-là et ceux dont les noms m'ont quitté, Crapule, Crapule et Homme, mes frères, n'échappant jamais à une sorte de ravageuse poésie. Le soutier, lui, n'avait qu'un secret, la mer. Il brodait la voix lointaine. Quand je naviguais, écoutez ça, quelle foire! La mer et encore la mer, et les ports, et les putes, et le goudron, et les cordages, et les noyés, et la mer. Quelle vie! Et dire que je crèverais ici. Il ne tarissait pas sur ses aventures de matelot.
Un soir à Lourenço Marques en Mozambique, dans le sud, tout en bas, dans le vrai sud, à Lourenço Marques, pas plus tôt sur la terre, qu'est-ce que je vois? Une gonzesse noire de l'ébène. Je la voyais de dos, des miches qui se baladaient de droite à gauche, des belles miches, de baiseuses. Une noire, vous me direz. Moi, je m'en fous. Je lui cours après. Je ne voulais pas la perdre. Je voulais me l'envoyer. Il me la fallait. J'étais comme ça pour les femmes. Dès que je mettais le pied à terre, j'avais envie d'une crognoisse. Noire ou pas noire, rouge ou jaune. Une femme, quoi. La première que je voyais. Celles qui traînent sur les quais, elles ne sont pas farouches, moi je vous le dis. Donc je cavale après ma négresse. Je la suis un bon moment pour le plaisir de voir onduler ses fesses. Un vrai tangage. Je commence à m'imaginer des trucs, un tas de trucs. Avec les colorés, je ne me gênais pas, ça se comprend. J'imagine la petite poule dans mes bras, tout contre moi. Ses seins écrasés sous moi et mes mains qui tiennent ses fesses par en dessous. Je ne la quitte pas des yeux. Je ne vois que ça, son cul. Son beau cul de baiseuse. Ça me captive. Je ne peux plus regarder ailleurs. Il faisait chaud à crever. Un chaud humide comme c'est là-bas, à Lourenço Marques, dans le fin fond du sud, en Mozambique. Je me dis que je vais traîner un peu avec elle avant de la coucher. Une petite promenade, bras dessus, bras dessous, pour faire connaissance, avant que j'aurais tout aussi bien pu ne pas mettre la main sur une ménesse de ce calibre si on était arrivé 1 heure plus tard. J'étais tout excité. Je me donne 100 mètres encore avant de la prendre par le bras et de l'emmener avec moi. Je me régale l'œil. Pendant 100 mètres encore, et je lui prends le bras. Elle se retourne et j'ai sa tête devant moi. Jamais vu ça. Une tête sans lèvres, les dents dehors, une gueule de cauchemar. De dos, on n'aurait jamais pu croire ça. Je revois encore ses fesses à droite, à gauche. J'étais vidé. C'était à Lourenço Marques dans le sud. Je ne suis jamais retourné là-bas. Malo se perdait corps et bien dans ses souvenirs. Sa mémoire était son port d'attache. Il revivait son passé et s'évadait ainsi de son état présent. Sans ces chimères en propre, nul n'aurait pu vivre notre existence. Il n'était pas chez nous un être qui n'eût son rêve. Mon père aussi avait son illusion, qui consistait en des crises périodiques et prolongées, durant lesquelles il parlait de tout laisser en plan, à commencer par la zone, de tout laisser là tout de suite, sans plus tarder, de trouver un travail sérieux, rémunérateur, dans une bonne entreprise de la ville, de ne plus boire une seule goutte, de s'installer avec sa famille dans un immeuble à bon marché du boulevard, pas loin, de rompre avec les connaissances du ghetto, de chercher d'autres amis d'un niveau plus élevé, d'économiser sou par sou, afin d'acheter une maison à la campagne où nous passerions nos dimanches, nos vacances et les jours de fête, de nous vêtir de neuf et non plus chez les Bernhardt, d'apprendre à nous tenir correctement en tout lieu et de parler de façon commune et non plus grossièrement. Il expliquait de bout en bout sa façon de voir.
Voilà, disait-il. Voilà. Les fortifs, ça ne sera plus qu'un mauvais passage dans ma vie, une faille. Ou pour mieux dire, l'époque de la merde à tous les degrés. La Sof et les deux mouflets me suivent. Et qu'est-ce qu'on risque? À rien. À rien. Et moins que rien. L'important, c'est d'avoir une bonne foi, la volonté de se tirer de ce lotissement de malheur. Après, tout ira bien. La Sof, moi et les garnements, on se carapate vers la ville. En baratinant les bignoles du coin, c'est bien la fin du monde si on ne déniche pas ici ou là un toit pour nous abriter, un grenier pour commencer. Qu'est-ce qu'on risque? Rien. À rien et moins que rien. Moi, je cherche du boulot. C'est pas pour me vanter, mais je sais tout faire de mes doigts. Je suis pas embarrassé. Des patrons, j'en trouverai où j'en voudrais. Un travailleur comme moi, on n'en voit pas tous les jours. Que ce soit de la mécanique, du bois ou de la brocante, moi, je sais tout faire, tout. Il n'y a qu'à me regarder 10 minutes. On voit à qui on a affaire. Bon, j'ai trouvé du boulot, du sérieux, du qui rapporte. C'est déjà un point. La Sophie, elle peut mariner un peu de son côté, sans s'inquiéter, juste pour rapporter un peu, tout en faisant son petit boulot à elle. Ça comptera pour le plaisir, le pognon qu'elle ratissera. Bon, les mômes, il faut leur faire une situation. J'y pense. Lucien, il est con. Faut le dire, Lucien c'est aussi mon gamin, mais il est pas bien dessalé le pauvre. Alors, je le place en apprentissage. On le prendra toujours pour faire des courses. Il est pas con à ce point-là. Pour l'autre, il tient de moi, de ma famille. Chez lui, il n'y a que le cerveau qui marche, tout mon portrait. Sauf que lui, il ne veut rien foutre de ses 10 doigts, alors que moi, pardon. Lui, je le mets à l'école et je le ferai tenir serré. C'est un voyou, c'est une fripouille. Si on est trop bon avec lui, il se croit tout permis. Je préviendrai qui de droit et on le tiendra à la vis. Et il arrivera, ce mominard. Il arrivera, c'est certain. Il tient de moi. Moi, si on m'avait un tant soit peu poussé. Et on est tous peinards, tous les 4. On planque un peu d'oseille à la fin de chaque mois en vue de la maison de campagne et on est les rois. Je vois d'ici la Sophie, tout de neuf habillée, et qui se tortille dans la rue aussi bien que les grandes dames. Elle a de l'allure, y a pas à dire. Je la vois sur son 31 et les 2 gosses avec un béret de marin Neptune. Et moi, avec un gilet et une cravate à pois. Et on est les rois. Et qu'est-ce que ça coûte, tout ça? À rien. À rien. Et moins que rien. Plus boire, comme on le fait ici. À se saouler la gueule sans arrêt. Pire que des bêtes. Parce que, je vais vous dire une bonne chose, les bêtes, quand elles ont plus soif, elles boivent plus. Tandis que nous, misère. On picole, en veux-tu, en voilà, que c'en est une honte. Et plus on en absorbe, et plus il nous en faut. Et pendant qu'on boit, qu'est-ce qu'ils font, nos mômes? Ils prennent de mauvaises habitudes à se bagnauder sans surveillance. Ils se dévoient parfaitement. Et c'est nous qui sommes les responsables, parce qu'ils ont sous les yeux le plus mauvais exemple quand je serai en ville. Pépère, un gosse à l'école et l'autre en apprentissage, je n'aurai plus rien à me reprocher. Voilà, disait-il, voilà. Fallait l'entendre.
raconter son histoire. Ma mère ne pouvait supporter cet excès d'imagination, elle qui n'en avait pas. Et elle sombrait dans d'intenses colères et lui reprochait d'avoir dévoré à belles dents une dot hypothétique, de l'avoir amené dans cet univers. Et elle en venait à le traiter de macro, de feignant, de raté, de mollusque. Et mon père, tout à son rêve, l'a laissé s'enflammer. Lorsqu'il était dans cet état de semi-hypnose, il planait. Il méprisait la terre et ses habitants. Il en profitait pour ne plus travailler du tout, mais en échange, il ne buvait plus. Il passait ses journées à se promener, les mains dans les poches, du terrain vague à chez Ledernacht et vice-versa. Il sifflotait, heureux, content de lui, plongé dans une belle euphorie. Et si ma mère l'appelait, il ricanait et continuait sa promenade, roulant les épaules, pataugeant dans la boue qui ne séchait jamais. Il parlait aux uns et aux autres, mais avec réserve, avec condescendance, d'un air très supérieur. Il examinait la zone de bout en bout. Toutes les baraques défilaient tour à tour dans son œil. Il les palpait, les soupesait, les caressait du regard, comme on fait d'un objet aimé dont on va se séparer. Devant chez lui, Shelbourne avait installé une cage pleine d'oiseaux multicolores. Mon père jouait du doigt avec eux à travers le grillage, les écoutait chanter. Il souriait. Quand il n'y tenait plus, il exposait à la zone réunie, un peu ébahi, le labyrinthe extra compliqué, le mécanisme baroque de sa passionnante aventure intérieure. Quand il n'en pouvait plus de ruminer tout seul son histoire, il cherchait chez ses compagnons d'infortune un espoir, un élan, un mot pour consacrer sa vision. Peu avant mon départ, je compris la portée pénétrante de son rêve. C'est ce jour-là qu'il s'expliqua le mieux sur ses projets, qu'il dépeignit en artiste le monde fictif qu'il s'était créé. Rien n'y manquait. Il en était à ce stade où l'on ne démêle plus nettement le réel de l'invraisemblable. À mesure qu'il parlait, son royaume se détachait des brumes de son cerveau d'alcoolique. On l'écoutait. Cela en valait la peine. C'était un beau roman. Les hommes et les femmes qui se tenaient autour de lui, avec leurs visages sales, barbus ou maquillés sur la crasse, on s'apercevait avec stupeur que chaque auditeur s'identifiait au personnage qui était censé représenter mon père. Son discours ne tombait pas dans le vide. Il prenait une profonde résonance d'authenticité, la même résonance pour chacun, celle du bonheur entrevu. Seule ma mère n'entrait pas dans le jeu. L'imagination et la sensibilité lui faisaient défaut. Agacé
de l'attention, du recueillement que provoquait son Adolphe. Elle ne voulait rien entendre. Et elle marmonnait des menaces de folle, révoltée par tant de divagations, par tant d'incohérence dans l'esprit, gardant sur le cœur des années de misère et de féminité bafouée. Mais quand je revois mon père sous cet aspect du rêveur impénitent, je suis tenté d'être clément à son égard. Mais il y a le reste. Sa crise, calmée aussi rapidement que surgie, la chute était brutale, cruelle, insoutenable. Il se ruait alors au bistrot et buvait sans mesure la journée entière. Moi aussi, j'avais mon rêve. Nous avions tous notre rêve, le même rêve universel des pauvres qui cherchent à émerger du chaos. Jborn et moi, dès que nous avons pu échapper à cette termitière, nous sommes partis. L'heure était venue où une telle existence nous était devenue insupportable. Jborn, quelques années plus tard, retourna s'enliser dans ce délabrement avant de se jeter dans le fleuve un matin de Noël, un matin glacé, tout métallique et blanc, un matin d'enfant heureux devant les arbres illuminés. C'était une manière de foutre le camp. Au milieu de l'espace, où êtes-vous en ce moment? Lédernart fils, Debré, Chapuisat, Meunier. Dans quelle prison, dans quel chagrin inconnu et profond, dans quel détour de la peine. J'ai suivi vos traces année par année et finalement mon destin, qui n'est pas moins nébuleux que les vôtres, m'a emporté ailleurs et n'a abandonné à ma mémoire que vos noms et vos figures barbouillées d'il y a 15 ou 20 ans. Vos figures de démons pauvres. Je n'ai pas oublié. Le poison commun gueule dans mes veines et m'empêche de vivre comme les autres, souriant et léger d'insouciance. Toujours, vous pourrez m'aborder où que je sois. Je tendrai ma main et ma poitrine pour vous y serrer. Si j'ai la nourriture, je vous nourrirai. Si j'ai l'argent, je vous le donnerai. Et en plus, mon amitié et mon cœur et ma peau, si vous en avez besoin. Je sais d'où je viens. Je n'ai pas renié ma race. Je sais que là-bas la vie était pareille à la terre, noire, sale,
qu'elle ne pardonnait pas, ni le mal, ni le bien. Je sais que tout y était sujet à ordure et à désespérance. Je sais qu'on n'empoigne pas le malheur, qu'on ne lui fracasse pas la tête, que ce n'est pas une question de force. Vous pouvez amener demain vos pitoyables dépouilles. Je pleurerai en vous accueillant, les bras ouverts. Vous pouvez m'appeler. Je n'aime bien que la misère des hommes. C'est un bout de notre vérité, la misère. Ça vous fait tenir les yeux écarquillés. Ça vous dérange. Ça vous détruit. Ça vous réforme. C'est mal, la misère. Faut l'écouter ou s'en aller. C'est exigeant. Vous pouvez m'appeler. Je vous reconnaîtrai. Toi, Lubresco, dans ta démarche élégante, dans ton port de tête étonnant pour un pauvre, dans ta façon suprêmement musicale de prononcer le moindre mot. Toi, Meunier, dans ton humilité héréditaire, dans ton sourire qui n'ose rien, et toi aussi, Totor Albadi, viens. Si ta jambe folle ne t'a pas entraîné dans le faux pas mortel. Moi, je saurai comment vous parler. Faites-moi le signe de reconnaissance. Vous ne me gênerez jamais. Je suis seul sur la terre et je peux dès ce soir vous suivre au bout du monde, à ce bout de terrain où notre vie a pris racine. Vous pourrez m'entraîner dans le tourbillon, j'ai l'habitude. Je n'ai pas beaucoup changé et je suis peut-être le seul à vous attendre. Merci.